Bonjour à vous, merci pour l'invitation. Juste une question pour l'audience, je voudrais savoir qui ici a une start-up, a une porteur de projet ou a la volonté d'entreprendre en santé animale bientôt. Ok, petite quinzaine, ok. Super, alors ce que je vais faire, je vais présenter rapidement Animoscope pour vous donner un petit peu le contexte, savoir ce qu'on fait. Et je vais ensuite parler de mon expérience de financement sur ces sociétés. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce que vous avez entendu cet après-midi avec Quentin et Annabelle et ce matin avec les trois startups qui ont pitché. Et j'espère que ça vous donnera des idées de dispositifs qui sont assez fréquents, assez récurrents. Donc Animoscope, généralement je commence toujours ça c'est toujours la dernière slide, je vais commencer par ça aujourd'hui pour savoir un peu qui y a derrière ce projet. Donc l'idée originale vient de Guillaume Raguetli, qui est mon associé, qui est directeur de Frégis à Paris, qui est vétérinaire. Moi-même qui suis serial entrepreneur, donc c'est ma troisième société. Et on a un développeur, Emmanuel, et Marie, qui est notre responsable marketing commercial, qui gère un petit peu toute la partie com et digital. Donc c'est l'équipe de base qui a fondé ce projet il y a de ça 2 ans. Quelques mots sur le marché, vous le connaissez aujourd'hui sur le vétérinaire, qui est un marché qui est en forte croissance depuis plusieurs années, mais en tension. Des chiffres comme 50% des foyers français qui ont moins d'animaux de compagnie, 23 millions de chiens et de chats en France, 750 000 adoptions chaque année. Il y a quelques années, c'était un marché niche, ça l'est plus, c'est devenu assez mainstream. Et j'ai appris aujourd'hui que Santévet, qui est un des leaders dans notre secteur, a intégré la French Tech. Donc voilà, ça veut dire que c'est un secteur qui est extrêmement dynamique et qui devient assez important. Le chiffre du marché, du sous-secteur vétérinaire, 3,5 milliards, ça sort de Xerfi, 13 500 vétérinaires chiens-chats. Vous faites le calcul sur 23 millions d'animaux, ça fait un ratio de 1700 par vétérinaire. On fait une comparaison en santé humaine dans les pays de l'OCDE, en France. Un médecin ou un responsable de santé, il gère à peu près 300 patients. Donc il y a un ratio de 1 à 5, ce qui fait que le secteur, il est clairement en tension. Donc ça veut dire quoi? Le problème, c'est que l'accès aux soins vétérinaires, il est clairement pas optimal, ni pour les propriétaires, ni pour les vétérinaires. On l'illustre avec ces chiffres de visites moyennes chez le vétérinaire par an pour les chiens et pour les chats. Alors on sait que les chats, ils somatisent moins, donc ils vont moins chez le vétérinaire. Les frais à côté de ça explosent parce que c'est un marché privé, la loi de l'offre et la demande. Et donc ça génère quel type de problème pour tout un chacun, les 23 millions de propriétaires de chiens et de chats. J'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois courir chez le vétérinaire? Est-ce que je dois passer un coup de fil? Est-ce que je dois aller tout de suite? Est-ce que je peux attendre? Et qu'est-ce que je peux faire pour préserver la santé de mon animal? Donc nous, la solution qu'on a développée avec Animoscope, c'est le digital. Donc des services et des outils, des algorithmes qui vont permettre de répondre à une partie de ces questions à distance et de manière automatisée. Donc, on a développé 3 outils. Un premier qui s'appelle VetoCheck, qui a été lancé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, qui est un outil de térégulation, qui fait du triage automatique, qui permet d'obtenir des hypothèses diagnostiques et une recommandation immédiate. Quelques chiffres, ça fait à peu près donc 2 ans qui tournent, on a fait à peu près 60 000 hypothèses diagnostiques, entre 5 et 10 000 par mois en fonction des volumes, avec un niveau de satisfaction qui est assez élevé. On n'a jamais eu de problème de faux diagnostics ou d'erreurs fatales. Au jour d'aujourd'hui, on croise les doigts. Et là, on a lancé il y a quelques semaines 2 nouveaux outils qui font écho au premier, qui s'appuient finalement sur ce modèle de données qu'on récupère, qui s'appelle VetoPlan et VetoCall. VetoPlan, c'est un autre algorithme qui va analyser en fait un certain nombre de critères de données, donc l'espèce, la race, l'âge, l'historique médical, et qui va sortir finalement des probabilités de problématiques, pas seulement sur la santé, mais également sur l'alimentation, le bien-être, etc. Et donc l'objectif, c'est faire du coaching et c'est d'essayer d'anticiper, de redonner un petit peu le pouvoir aux propriétaires pour qu'ils puissent mieux gérer la santé de leur animal à distance. Et VetoCall, qui est pour le coup une plateforme un peu plus traditionnelle, même si en France, il n'y en a pas beaucoup encore de téléconseils, qui permet, quand les algorithmes ne suffisent pas, ça arrive, de pouvoir parler à un vétérinaire en tout moment et en illimité. Notre modèle économique, comment on a fait pour construire ça et accéder au marché?
En fait, on a suivi un peu la tendance. C'est un modèle d'abonnement en service illimité. Donc, on a paqué en gros tous ces services sous un modèle d'abonnement qui permet un accès illimité. Et au lancement, on a ciblé deux populations particulières qui sont les nouveaux adoptants, on va dire dans la première année suite à l'adoption d'un animal, parce qu'on se pose plein de questions sur la santé, l'alimentation, l'éducation, le comportement, etc. Et que tout ne nécessite pas d'échelle vétérinaire et que souvent ils ne le font pas. Ça sera mieux géré à distance. Et à l'autre bout du prisme, ce qu'on appelle soutien et prévention, qui va être plutôt destiné aux animaux âgés ou qui ont des maladies chroniques et dont les propriétaires ne veulent pas aller à chaque fois chez le vétérinaire pour un suivi, une question particulière, etc. Donc voilà, on appelait ça les packs premium. Voilà les tarifs, on essaie d'avoir notre objectif, c'est de faire pas mal de volume avec des tarifs relativement abordables. Donc on a lancé à 9 € par mois avec des discounts en fonction de l'engagement, si on s'engage pour 3 ou 6 mois. Donc c'est un projet qui a à peu près 2 ans. Je ne vais pas sortir de chiffres aujourd'hui, ce qui n'est pas l'intérêt, mais quelques éléments qui vont faire écho à ce que je vais dire après. En fait, sur toute la période de développement, on a été validé par des institutions et c'est quelque chose, c'est des milestones et des KPIs qui ne sont pas, on va dire, financières ou mathématiques, mais qui sont assez importantes. La première, c'est la validation médicale. On a été validé, c'est une structure de télérégulation qui a été validée par l'ordre des vétérinaires. Au niveau industriel, on a été lauréat l'année dernière du concours Purina Unleashed, qui nous a permis d'avoir des subventions et de gagner en visibilité et de la validation commerciale. Donc on a signé des premiers accords de distribution, notamment avec Carrefour en France. Donc on va lancer dans les semaines qui viennent un site commun dédié à la santé des animaux de compagnie et d'autres sociétés, Tels.com qui est une filiale de Purina, et on fait un peu d'export aussi avec ForceVet qui est un de nos concurrents en Suède, mais sur lesquels on travaille sur certains algorithmes à l'export. Voilà, ça c'est la petite slide que j'aime bien et je vais revenir après parce que la visibilité c'est vachement important quand on cherche des financements. On a été la seule start-up de l'édition 2022 dans le magazine Challenge. Comme vous voyez, mon associé Guillaume, il a même fait la couverture avec son chat. J'ai toujours l'impression de dire que c'est pas lui qui a fait la couverture, c'est plutôt le chat. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi en couverture. Mais voilà, ça nous a donné un sacré coup de boost et je vais vous expliquer après pourquoi, pour les porteurs de projets, etc., comment il faut faire pour candidater, quels sont les bénéfices que vous pouvez espérer. Voilà, donc l'expérience de financement. J'ai 2 slides derrière, donc j'ai l'amorçage et le développement, donc c'est à peu près 2 ans qu'on est là, donc on est en développement, on n'est pas encore en croissance. Moi, c'est ma 3e société, et je précise que j'ai vécu 15 ans à l'étranger avant de revenir en France il y a 5 ans, donc j'ai des expériences, notamment aux US et en Asie. Et il y a un écosystème en France, notamment depuis que BPI France a été créé depuis la CDC, qui fait que je trouve qu'il y a un écosystème de l'amorçage qui est unique en France. Il n'y a aucun autre pays au monde où vous pouvez démarrer avec pas beaucoup d'argent. Sauf qu'il faut savoir un petit peu comment le faire. Et finalement, ça peut être antinomique, mais moi, mon conseil, c'est de démarrer avec le plus de capital possible. C'est-à-dire anticiper le financement avant même la création de la société. Donc, c'est quoi les possibilités ? Clairement, les fondateurs, les fonds propres, les prêts bancaires, c'est-à-dire qu'on va s'endetter personnellement pour avoir de l'argent, les prêts de réseau, je pense notamment au réseau Entreprendre qui donne des financements adossés aux fondateurs et pas à la société. Et on l'a vu aussi avec le Friend and Family. Pourquoi ça ? Parce que finalement, il y a beaucoup de dispositifs, BPI France, etc. Et puis il n'y a pas que ça, on parlait de BPI France, mais il y a les régions, il y a les départements, il y a les agglomérations, il y a le crédit d'impôt innovation, on peut même aller monter d'échelon au-dessus sur l'Union européenne, donc le millefeuille territorial qu'on n'aime pas en France. À ce niveau-là, il devient assez intéressant. Et leur modèle de calcul sur ces prêts, ces dispositifs, finalement, c'est de s'adosser au capital. Donc plus vous démarrez avec un capital élevé, plus vous pourrez faire des leviers sur ces dispositifs-là. Après, c'est trop tard, donc il faut le faire avant. Et également les dispositifs d'aide, donc on a parlé, tout le monde a parlé de BPI France, encore une fois, qui est le premier financeur en France, clairement. Les régions, c'est important, c'est des fonds qui viennent de l'Union européenne.
Il y a beaucoup, beaucoup d'incubateurs privés, voilà, les généralistes, Village by CA, vous connaissez tous Station F à Paris, H7 à Lyon, je ne connais pas Nantes, mais je suis sûr qu'il y en a un dans le coin. Il y a des spécialistes, voilà, nous on a fait Purina une niche, là, il y a Leap Venture Studio qui a lancé son premier concours en Europe cette année. Il y avait le e-lab sur certains, sur des thématiques plus agriculture, etc. Donc il y a full d'incubateurs et voilà, donc il faut les chercher parce que ça permet de démarrer avec un amorçage qui est relativement costaud, quoi. Mon deuxième conseil, c'est de bien choisir son implantation géographique. Nous, on est en région Bourgogne-Franche-Comté. Mon associé de là-bas, on avait anticipé des contacts, etc. Parce que la manière dont notamment BPI France, les régions et les subventions sont faites, c'est qu'en fait, il y a des subventions pour développer les activités dans certaines régions qui sont un peu on va dire sous-représentées en France. Et finalement, pouvoir s'implanter là-bas, ça peut avoir des avantages en financement, ça peut avoir des avantages derrière sur les recrutements parce que les salaires sont un peu moins élevés que dans les grandes agglomérations. Donc, ça peut paraître assez antinomique au début, mais finalement, c'est une réflexion à avoir en amont parce que c'est quelque chose qui va vous suivre pendant plusieurs années, qui va apporter finalement beaucoup de dynamisme à la société, et encore une fois, sur le financement, mais pas seulement. Et mon troisième conseil, c'est clairement d'être systématique dans la recherche de solutions. Il y en a plein. Moi, je fais partie d'autres activités, notamment un startup studio, et il y a beaucoup de gens qui me disent, en fait, moi, je finance mon activité par le chômage. Je crois que c'est un financement indirect, parce que les gens arrivent à ne pas se rémunérer dans les premiers mois et peuvent finalement avoir toute leur activité sur ce projet-là. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens finalement qui soit qui quittent leur job en rupture conventionnelle, qui ont un chômage donc qui leur permet finalement de financer leur vie et pouvoir se consacrer à leur projet sans avoir gagné d'argent au moins au début. Donc ça, on se rend compte que finalement c'est un levier qui est assez utilisé. Il y a aussi des aides à reconversion, à la formation, si vous êtes salarié. Le CPF, aujourd'hui, finance plein de choses. Et le dernier conseil, c'est pas hésiter à être accompagné. Je ne sais pas qui mentionnait, je crois que c'était peut-être Quentin avant, qui mentionnait une structure qui l'avait accompagné. Moi, j'en connais une qui s'appelle Founder Square, qui finalement aide les nouveaux porteurs de projets, les gens qui ne savent pas trop finalement à pouvoir structurer leur projet et à identifier toutes ces choses-là qui n'existent pas forcément de manière très très accessible. Donc voilà, ça c'est l'amorçage. À partir du moment où on s'est pas mal débrouillé comme ça, on a un petit peu d'argent, donc on peut investir et commencer à déployer sa solution. La deuxième partie, c'est le développement. Donc moi, là, je le dis clairement, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'accepte bien volontiers d'être ici, c'est réseau, réseau, réseau. C'est ce qu'il y a de plus important, se faire connaître pour être reconnu. Il y a énormément d'entrepreneurs, moi le premier sur un de mes projets, qui a attendu le dernier moment pour sortir du bois en me disant je vais faire mon truc, j'attends que j'ai avoir un truc canon mis sur le marché et pour aller voir les gens. Et on se rend compte que le timing de notre timing n'est pas le même timing que les autres. On va avoir des fonds qui nous disent écoutez, non, on vient d'investir dans un concurrent ou ça ne nous intéresse pas, rappelez-nous dans 3 mois. Et à ce moment-là, c'est un peu compliqué. Donc, il faut clairement anticiper les contacts, échanger avec l'écosystème en permanence, suivre l'actu. Il y a plein de plateformes, Eldorado, Angel Square, etc., pour suivre un petit peu ce qui se passe. Le vrai réseautage, c'est ça, quoi. C'est participer au salon, candidater à des concours, rencontrer des gens qui vont vous dire tiens, moi ça m'intéresse pas, mais je connais quelqu'un qui intéresse, etc., etc. Les concours, il y en a plein, des généralistes, des spécialistes. Challenge, c'était un concours, voilà, on a rempli une fiche online, on a passé 2 coups de fil. Voilà, e-lab, on essayait de le faire aussi, on n'a pas été pris, mais il y a plein de choses comme ça. Parce qu'en fait, ça permet d'obtenir des prix, parfois qui sont adossés à des subventions, de la visibilité qui va vous donner de la crédibilité, parce que voilà, il faut pas. C'est vrai qu'au début, pour des startups ou des entreprises innovantes, le chiffre d'affaires, il est souvent long à générer au début, et cette partie de visibilité, de crédibilité, finalement, ça donne beaucoup de confiance aux investisseurs. Et la levée de fonds, voilà, qui est la prochaine étape dans le développement, on en a pas mal parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, hein. Les business angels,
clairement, avec voilà, les réseaux, les syndicats, les plateformes, etc., les intermédiaires, qui eux-mêmes vont vous aider à aller voir des business angels ou à pouvoir déployer de manière un peu plus importante votre dossier. Le crowdfunding, ça devient de plus en plus usité aujourd'hui avec des plateformes comme WeSeed, Crowdcube, etc. Et puis les fonds VC dont on a parlé, qui sont vraiment la dernière étape dans le financement, parce que les fonds, bah voilà, on l'a expliqué, ils cherchent à augmenter la rentabilité en minimisant le risque. Donc clairement, ils sont inondés de dossiers. Il faut avoir un dossier ultra, ultra costaud pour être pris. Et donc c'est vraiment, on est plutôt sur de la croissance même que du développement. Donc voilà, grosso modo, mon expérience. Je pense qu'il y a pas mal de similitudes avec ce qu'on a vu avant. Donc j'espère que ça vous donnera, les quelques entrepreneurs ou porteurs de projets, des idées, voilà, et surtout, voilà, tenez le coup. Ça prend du temps, mais on est dans un écosystème aujourd'hui qui est hyper dynamique, avec un secteur qui se déploie, qui grossit. Donc voilà, il y a beaucoup d'opportunités sur le marché. Merci.